aussi jusqu'à Catherine II. Et j'ai constaté que toutes ces populations allemandes obéissaient aux mêmes critères d'autonomie politique, économique, fiscale, culturelle, et ces groupes perduraient au sein de ces populations slaves et magyares sans se fondre dans la masse environnante. Et je me suis dit, vu qu'il y a une permanence dans la nature humaine, eh bien, est-ce que l'Allemagne ne ferait pas la même chose dans le cas de la construction européenne? Et à partir des exemples du passé, j'ai pu prouver que actuellement, dans le cas de la construction européenne, l'Allemagne est à l'origine de tous les textes de la construction européenne, que ce soit la régionalisation, charte d'autonomie locale, charte d'autonomie régionale, la fameuse décentralisation laissée par Raffarin, ce n'est que l'application des mesures européennes, la coopération transfrontalière qui a pour but d'effacer les frontières nationales en frontières administratives, et les frontières administratives, ça se déplace facilement, la promotion de l'ethnicisme, l'aménagement du territoire, le code civil européen, tout ça c'est allemand. La décomposition des nations européennes, qui présente d'ailleurs une carte avec une Europe de l'Ouest déjà en voie de décomposition, et puis surtout avec un drapeau européen. C'est la marque de fabrique. Cette carte-là date de 1997 et qui montre déjà la Catalogne indépendante, le Pays Basque. Et chose très intéressante pour une carte de 1997, le Monténégro qui est indépendant. Alors je rappelle que le Monténégro est indépendant que depuis 2006, et cette carte de 1997 montre aussi un Kosovo déjà indépendant. Donc en réalité, il faut bien comprendre que ces choses-là sont faites et préparées très longtemps en avance. Je vais vous montrer que la construction européenne n'est pas une finalité, mais une étape vers l'État mondial. D'ailleurs, j'ai mis un sous-titre de l'Union euro-atlantique à l'État mondial. Et mon troisième livre, qui donc vient de sortir, La marche irrésistible du nouvel ordre mondial, et qui peut, avec ce titre, paraître un peu pessimiste, mais je donne indirectement une réponse avec ce petit encart rouge, destination Babel, et on connaît la suite pour Babel, l'échec de Babel. Je vais vous le montrer et souligner les différents jalons qui rentrent dans la composition de cet État mondial, avec l'émergence de grands blocs continentaux, en voie d'unification européen, nord-américain, sud-américain, asiatique, etc. Et l'objectif étant de les standardiser et faire en sorte qu'ils soient régentés par les mêmes lois, par les mêmes normes, et l'ensemble étant régenté par une autorité supérieure. Et d'ailleurs, je n'invente rien, parce qu'il va de soi que pour ce genre de choses, vu le nombre d'adversaires qui sont prêts à vous faire des croche-pieds dès que vous commettez une petite erreur, il va de soi que toutes mes affirmations s'appuient sur des preuves irréfutables, et en particulier, je cite un grand prince du mondialisme qui s'appelle David Rockefeller, et qui a sorti ses mémoires aux éditions de Fallois en 2006. Et David Rockefeller, bon, il faut savoir d'abord que c'est l'ancien patron du CFR, le Council on Foreign Relations, qui est le grand think tank américain où s'élabore la politique étrangère américaine, peu importe que ce soit démocrate ou républicain à la Maison-Blanche, mais ça sont les étiquettes. C'est aussi le fondateur de la trilatérale, au début des années 70. Bon, désormais c'est un président d'honneur, mais il a joué un très grand rôle. Et dans ses mémoires sortis en 2006, il y a une très grande franchise. Vous savez, Bismarck disait, en politique, il faut toujours suivre le droit chemin, on est sûr de n'y rencontrer personne. Eh bien, cher David Rockefeller, lui, il ne prend pas de gants, il le dit d'une manière très nette. Je cite, alors déjà, titre du chapitre 27 de ses mémoires, internationaliste et fier de l'être. Et ça, on reconnaît l'esprit sans frontières. Vous savez, vous avez dans le mondialisme les deux branches. La branche néolibérale, incarnée par David Rockefeller, mais aussi tous les William Kristol, Robert Kagan, et puis la branche altermondialiste, de gauche, marxiste, style Arlette Laguillet, qui sont tous des internationalistes, mais version marxiste. Peut-être juste expliquer aux gens ce que c'est le mondialisme et la mondialisation. Oui. Pour bien que les gens puissent situer la différence. Faire la différence, voilà, oui, oui. Parce qu'il y a une confusion entre ces deux termes. D'ailleurs, c'est ce que j'établis cette distinction dans l'avant-propos, dans ce livre, La marche irrésistible du nouvel ordre mondial, aux éditions François-Xavier Guibert, où je dis que finalement la mondialisation est une chose normale. Ce ne sont que des échanges humains, matériels, financiers, et qui évoluent avec l'évolution technique. Autrefois, on se déplaçait à pied, c'était en carriole, on prenait le bateau,
c'était des échanges, c'était une mondialisation. Et puis, c'était l'Empire romain, par exemple, c'était Mare Nostrum, c'était la mondialisation de l'époque. Puis quand Christophe Colomb a découvert les Amériques, il y a eu une mondialisation intercontinentale, avec les caravelles qui faisaient la navette. Et puis ensuite, les découvertes se sont étendues sur toute la planète, il y a eu des échanges, et puis des échanges qui se sont multipliés avec la voiture, le téléphone, puis maintenant n'en parlons pas avec Internet. Donc ce n'est ni bien ni mauvais, c'est simplement les moyens techniques qui font que les choses s'accélèrent et qu'on peut se déplacer plus facilement en Australie qu'il y a 100 ans. Voilà. En revanche, la distinction avec la mondialisation est à établir avec le mondialisme. Le mondialisme est une philosophie, et je dirais même plus, une mystique. Car finalement, c'est la volonté de créer un homme, l'homme nouveau. Alors, toutes les idéologies, qu'elles soient communistes, nazies, etc., ou révolutionnaires, où on voulait créer un homme nouveau. Vous savez, ce fameux révolutionnaire français, je crois que c'est Gracchus Babeuf, qui disait si on ne peut pas changer le peuple, changeons de peuple. Alors, ça vous nitrate à tire-larigot, à grands coups de génocide. Et finalement, tous les grandes idéologies ont toujours voulu formater un homme unique. Et le mondialisme a pour but de détruire les nations, de détruire les traditions, les différences, et créer un fromage, mais vraiment insipide, une pâte molle, un esprit uniformisé, standardisé, pensant pareil et consommant pareil. Et d'ailleurs, dans le mondialisme, vous avez le principe du glocal, qui est un terme qui n'est pas tellement connu, qui est la construction de local et de global. L'objectif, c'est finalement de faire un mélange des populations, des cultures, de telle manière que l'on habite Paris, New Delhi, Washington, Ploudalmézeau en Bretagne, ou Botswana en Afrique australe, il y ait un tel mélange de cultures et de populations que ça soit exactement pareil, que chaque local représente la population globale, et que la multiplication de chaque local représente le global, et donc la fusion des deux représente le glocal. Pensons donc pareil, consommons pareil. Et c'est ça que veut faire le mondialisme, avec qui plus est une inversion des valeurs. Finalement, je dis toujours que finalement l'objectif du mondialisme, c'est de faire de l'homme un simple estomac prolongé par un sexe. C'est tout. C'est-à-dire vraiment réduire l'homme à pire qu'un animal. Et ce qui est révélateur, c'est de voir finalement, et je le dis dans ce livre, dans La marche irrésistible d'une nouvelle ordre mondiale, c'est que tout ça, ça a été annoncé il y a des dizaines, pour ne pas dire des générations, des dizaines d'années, entre autres dans le fameux livre Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, livre sorti en 1931, qui raconte l'histoire d'un État mondial divisé en 10 communautés continentales, 10 ou 7, je ne sais plus, et la communauté continentale européenne est dirigée par un grand administrateur qui s'appelle Mustapha Meunier. Prénom typiquement arabe, nom typiquement français. Et là, c'est bien ce mélange du glocal, où on doit avoir un mélange le plus homogène possible de toutes les cultures, de toutes les religions. Et évidemment, tout ça, c'est uniformisé. Alors cet état mondial, raconté par Aldous Huxley, est atroce, parce que vraiment, on a un monde, qui n'est plus humain, où ce sont des consommateurs et des jouisseurs, mais des jouisseurs tordus, puisque il y a entre autres la prise d'un produit qui s'appelle le soma, et le soma qui doit rendre heureux, parce qu'il faut être heureux. On n'a pas le droit d'être malheureux, mais c'est vraiment tordu. Et ce bouquin, qui est sorti en 1931, était un très très beau livre de science-fiction. Et oui, alors, à l'époque, en 1931. Mais quand on le relit, tout d'un coup, on se rend compte, en 2007, qu'il y a des passages qui ressemblent terriblement à notre époque. Déjà, le monde, dans le bouquin de Huxley, qui est divisé donc en 10 administrations continentales, eh bien c'est ce qu'on veut faire actuellement avec l'Union européenne, d'où la volonté mordicus d'établir un traité modificatif, la volonté d'établir une Union nord-américaine, qui a été lancée officiellement en 2005 avec les États-Unis, Canada et Mexique, une seule entité politique, économique et militaire, avec une monnaie unique, remplaçant dollar américain, dollar canadien et le peso mexicain, qui s'appellerait l'Amero. Certains disent peut-être dollar nord-américain, mais peu importe l'étiquette. L'objectif, c'est une monnaie unique avec une banque centrale nord-américaine, Super Fed. Et c'est pareil pour l'Amérique du Sud, puisque fin 2004, on a lancé ce qu'on appelait la déclaration de Cusco, qui a pour objectif donc de créer un État sud-américain avec un parlement sud-américain, une monnaie sud-américaine. Et puis fin 2006,